François Dubuisson est professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB, dans un centre de droit international qui est très renommé, très actif. Et il a aussi, cette année, les années précédentes, la gentillesse d'enseigner dans mon université, l'Université Paris-Sud, dans le master de droit international européen, dont certains étudiants sont parmi nous. J'espère qu'ils participeront peut-être au débat tout à l'heure. Alors, François Dubuisson a écrit toute une série de choses sur le conflit israélo-palestinien. Il a aussi contribué aux travaux du tribunal Russell sur la Palestine. Et il a également été conseil, en tout cas, il a travaillé dans le cadre de la demande d'avis à la Cour internationale de justice sur l'édification du mur en territoire palestinien, un avis de 2004. Donc il est à la fois un universitaire, un praticien et un très bon connaisseur de la situation. Donc je le remercie vraiment encore une fois d'être avec nous. Il va faire une présentation, je crois, d'une quarantaine de minutes. Puis nous prendrons commentaires, questions et nous lancerons donc un débat plus général. Merci François. Merci Raphaël, et donc moi aussi je remercie les Rémo de l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir faire cette présentation ici. Donc on va parler d'un sujet vraiment d'actualité qui est l'adhésion de la Palestine à la Cour pénale internationale et les suites que l'on peut en attendre. Alors pour mon exposé, il va être structuré en deux parties. Tout d'abord, je vais faire un rappel d'un certain nombre de règles concernant le fonctionnement de la Cour pénale internationale, parce qu'on en entend souvent parler, mais on ne connaît pas toujours très très bien les règles qui la caractérisent. Donc je vais essayer de la manière la plus simple et didactique, essayer de dénoncer un certain nombre d'éléments importants à savoir sur le fonctionnement de la Cour. Et puis dans un second temps, on examinera de manière plus spécifique toutes les implications des démarches de la Palestine à l'égard de la Cour, avec la récente adhésion, mais des démarches déjà préalables qui avaient été entreprises et qui, elles, n'avaient pas été suivies de succès. Alors tout d'abord, pour présenter la Cour pénale internationale, il s'agit tout d'abord de bien indiquer quelle est sa nature exacte. Parce que souvent, quand on lit les médias, on constate qu'il y a des confusions entre ce que peut faire la Cour pénale internationale, ce que fait la Cour internationale de justice, par exemple. Et la Cour pénale internationale, elle est compétente uniquement en matière de responsabilité pénale individuelle lorsque sont commis des crimes internationaux, en tout cas certains d'entre eux, pour lesquels elle a compétence. Donc la Cour pénale internationale, elle ne va que pouvoir juger des individus. Donc elle ne va jamais juger des États. Donc parfois on entend dire qu'Israël va peut-être être traduit devant la Cour pénale internationale. En réalité, ce seront des individus, des dirigeants, des chefs militaires, le cas échéant, qui pourraient éventuellement être traduits devant la Cour, mais ce ne sera pas Israël comme tel, même si évidemment indirectement, lorsque des dirigeants d'un pays sont jugés pénalement, on peut en déduire une certaine forme de responsabilité de l'État. Alors, la Cour a un certain nombre de compétences et évidemment, s'agissant de la Palestine, des questions de compétences et de portée de la compétence de la Cour concernant la situation palestinienne sont importantes, puisque, comme vous le savez probablement, Israël n'est pas partie au statut de la Cour pénale, donc il n'y a pas moyen de rendre la Cour compétente par le biais du fait qu'Israël serait partie. C'est pourquoi la Palestine a cherché de son côté à pouvoir donner compétence à la Cour à différents égards. Alors il y a 4 critères de compétences qui sont importants, qui sont énoncés ici. Matériel, personnel, territorial, temporel. Je vais expliquer très simplement chacun de ces aspects. La compétence matérielle vise le type de crime pour lesquels la Cour est compétente. Il y a 4 catégories de crimes pour lesquels la Cour a compétence. Le crime de génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Et dans le statut de la Cour, on trouve chaque fois des définitions assez détaillées de chacun de ces crimes et surtout toutes les formes que peuvent prendre ces différents crimes. Alors,
En ce qui concerne la Palestine, les deux catégories de crimes qui nous intéressent plus spécialement, ce sont les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, parce que ce sont les deux grandes catégories de crimes que l'on pourrait voir appliquées dans le cas de la Palestine et dans les relations entre Israël et la Palestine. Second aspect de la compétence, c'est un chef de compétence qui est la compétence personnelle, c'est-à-dire que la Cour peut avoir compétence en fonction de la nationalité des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. Donc là, c'est par le biais de la nationalité que l'on peut donner compétence à la Cour. Et en l'occurrence, suite à l'adhésion de la Palestine, ça voudrait dire que tout Palestinien pourrait être traduit devant la Cour si on considère qu'il a commis des crimes. Et évidemment, ici, on pense notamment à certains agissements de certaines organisations palestiniennes comme le Hamas ou le djihad islamique lors notamment du dernier conflit. Donc ça, évidemment, donc c'est un élément que doit prendre en considération la Palestine, c'est qu'elle va donner compétence en adhérant à la Cour pour tout crime commis par un Palestinien ou que ce crime ait été commis. À l'opposé, ce n'est pas par ce chef de compétence qu'il est possible de traduire des Israéliens, puisque là, Israël n'étant pas partie, le critère de nationalité ne peut pas jouer. Alors, il y a un second chef de compétence qui est la compétence territoriale, c'est-à-dire que la Cour sera compétente pour tout crime commis sur le territoire d'un État qui est partie au statut de Rome. Et donc là, par l'adhésion de la Palestine, elle donne compétence à la Cour pour tout crime qui est susceptible d'avoir été commis sur son territoire. Et donc là, évidemment, ça peut donner compétence à la Cour pour des crimes commis par des Israéliens dès le moment où on peut localiser ces crimes sur le territoire de la Palestine. Et comme, évidemment, de nombreuses opérations ont lieu sur le territoire palestinien, ça donne un titre de compétence à la Cour à cet égard. On va voir évidemment des questions plus précises dans la suite de l'exposé. Et puis, autre critère à prendre en considération, c'est l'aspect temporel, c'est-à-dire à partir de quelle date la Cour est compétente pour quel type de crime sur un plan chronologique est-elle compétente. Alors, il y a une sorte de date absolue qui est le 1er juillet 2002, qui est la date d'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale. Donc, dans l'absolu, la Cour n'est jamais compétente pour un crime qui aurait été commis avant le 1er juillet 2002. Mais d'autres éléments sont à prendre en considération, en particulier la date d'entrée en vigueur du statut à l'égard de l'État qui est concerné. Alors, si on prend en l'occurrence ici la Palestine a adhéré à la Cour tout début janvier 2015. En vertu des règles propres au statut de Rome, le statut va entrer en vigueur au 1er avril 2015, c'est-à-dire que sur base de l'adhésion de la Palestine, la Cour ne sera compétente pour des crimes commis sur son territoire qu'après le 1er avril 2015. Donc ça ne vise qu'une compétence, évidemment, tournée vers le futur. Mais, c'est le troisième point, mais qui est tout en bas, il y a néanmoins une possibilité pour les États de faire dans une certaine mesure rétroagir la compétence, de viser des crimes antérieurs à l'entrée en vigueur du statut à leur égard, en faisant une déclaration complémentaire, on peut dire, en vertu d'une certaine disposition du traité. Et donc, il est possible pour l'État, soit dans le cadre d'une adhésion, soit même indépendamment d'une adhésion, de faire une telle déclaration et de rendre la Cour compétente en disant qu'on peut remonter jusqu'à une certaine date, cette date ne pouvant, en toute hypothèse, pas être antérieure au 1er juillet 2002. Et comme on va le voir, la Palestine a usé à 2 reprises de cette possibilité avec des résultats assez différents. Alors, comment la Cour va-t-elle être capable d'exercer sa compétence ? Eh bien, soit une situation peut être déférée, c'est le terme technique, par un État partie, c'est-à-dire un État va en réalité signaler une situation au bureau du procureur de la Cour en disant « de mon point de vue, il y a un certain nombre de crimes relevant de votre compétence qui ont été commis et je vous demande d'investiguer sur la question ». Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est la
possibilité pour le Conseil de sécurité de déférer une situation. Donc, on a eu 2 cas avec le Darfour et la Libye. Évidemment, s'agissant de la Palestine et d'Israël, on imagine bien que cette possibilité est exclue, notamment en vertu du veto américain. Et puis la troisième possibilité, c'est que le bureau du procureur, de son propre chef, ouvre une enquête, puisqu'il se peut très bien que l'État partie, par exemple, n'a pas du tout envie que des crimes commis sur son territoire soient l'objet d'une enquête. Donc le bureau du procureur a également la possibilité, de son propre chef, d'ouvrir une enquête s'il lui semble que des crimes ont pu être commis qui relèveraient de sa compétence. Et puis il y a encore d'autres éléments qui doivent être examinés pour qu'une affaire puisse être effectivement traitée par la Cour. C'est ce qu'on va appeler la recevabilité de l'affaire. Donc là, il y a 2 principes qui vont trouver à s'appliquer et donc qui vont être examinés par le bureau du procureur dans un premier temps et puis dans un second temps éventuellement des chambres de la Cour. C'est tout d'abord le principe de complémentarité. Alors, le principe de complémentarité veut que la Cour ne traite pas une affaire si cette même affaire est déjà traitée par les juridictions nationales, ou en tout cas les autorités nationales qui mènent des enquêtes et qui, le cas échéant, vont mener des procédures judiciaires. Donc, dans ce cas-là, la Cour va décliner la recevabilité de l'affaire, ne va pas traiter l'affaire en disant les juridictions nationales vont plutôt s'en occuper. Et c'est d'ailleurs normalement le but même du statut, c'est de même d'encourager d'abord les États à traiter les crimes dont il est question. Et évidemment, dans le cas ici de la Palestine, comme on va le voir, ça pourra avoir un impact important. Et puis, deuxième critère, c'est que l'affaire soit d'une gravité suffisante. Ce sont les termes utilisés, c'est-à-dire que la Cour ne va traiter que les affaires suffisamment graves et le critère de gravité va pouvoir être évalué en fonction de la nature des crimes, de leur ampleur, du nombre de victimes, etc., etc. Donc un certain nombre de critères vont pouvoir être utilisés. Alors ça, c'était un peu un rappel d'un certain nombre de principes qu'il est important d'avoir à l'esprit pour ensuite bien comprendre toute une série d'éléments beaucoup plus précis s'agissant des liens entre la Palestine et la Cour pénale internationale. Alors, en réalité, si on examine les différents cas qui ont été soumis à la Cour concernant la Palestine, il y en a 3. Donc, il y a 3 affaires, 3 situations qui ont été soumises à la Cour en lui demandant qu'elle examine la question et qu'elle ouvre, le cas échéant, une enquête. On a tout d'abord eu une déclaration de la Palestine concernant l'opération Plomb durci en 2009, donc l'opération menée par Israël à Gaza fin 2008 et début 2009. Ensuite, plus récemment, on a eu un renvoi de la situation relative à l'attaque du Mavi Marmara par les forces israéliennes. Donc là, ça s'était passé en 2010, si je me souviens bien. Donc lorsque la flottille de Gaza avait voulu accoster à Gaza et qu'elle en avait été empêchée par les forces israéliennes avec une attaque en particulier sur le Mavi Marmara qui avait fait un certain nombre de victimes. Et la situation a été déférée à la Cour par les Comores, qui étaient en réalité l'État dont le bateau en question battait pavillon. Donc c'était en fonction en réalité de la nationalité du navire que l'affaire a été soumise à la Cour. Dans ces 2 cas, au final, la Cour a rejeté la recevabilité de l'affaire, a considéré que l'affaire n'était pas admissible pour différentes raisons qu'on va examiner. Et puis, la dernière actualité, c'est l'adhésion de la Palestine en bonne et due forme au statut de la Cour pénale internationale, adhésion qui s'est d'ailleurs accompagnée d'une déclaration en vue de faire remonter la compétence de la Cour avant l'entrée en vigueur du statut en son égard. Alors, examinons tout d'abord la première situation, qui était la déclaration de la Palestine concernant l'opération Plomb durci, puisque en janvier 2009, donc vraiment à l'issue de l'opération, le gouvernement palestinien fait une déclaration à la Cour en vertu donc du statut de Rome, qui permet à tout État, en ce compris à un État qui ne serait pas parti déjà au statut de Rome, de faire une déclaration pour que la Cour
ait compétence concernant une certaine situation et que donc elle puisse ouvrir une enquête. Et ici, voilà une petite copie de cette déclaration. Alors évidemment, la question que soulevait cette déclaration était de savoir est-ce que la Palestine est habilitée à faire une telle déclaration, puisque selon le statut, seul un État est capable de faire une telle déclaration. Donc ça soulevait la question du statut juridique de la Palestine. Doit-il être considéré un État? Peut-il faire une telle déclaration qui n'est réservée qu'aux États? Dans le contexte, au même moment, la Palestine entamait toute une série de démarches diplomatiques pour justement relancer la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. On a eu le train de reconnaissance de la part d'un certain nombre d'États d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, par exemple, et puis elle allait entamer des démarches peu de temps après aux Nations Unies pour soit adhérer aux Nations Unies en tant qu'État membre, soit en tout cas, dans un second temps, être reconnu comme État observateur. Donc on est dans ce contexte-là. Et donc, l'instance qui doit statuer sur cette déclaration, c'est le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Il doit le voir s'il doit tirer certaines conséquences de cette déclaration ou pas. Et l'attitude du bureau du procureur va être assez étrange à cet égard. Que vont-ils faire dans un premier temps? Ils vont faire un appel à contribution, c'est-à-dire qu'ils vont dire eh bien, cette demande, cette déclaration soulève toute une série de questions. On fait un appel à contribution, toute instance ou professeur intéressé pour nous soumettre son avis à cet égard. Et donc on a eu toute une série de contributions d'une série de professeurs, donc des professeurs français d'ailleurs, des instituts, alors toute une série plutôt favorable à l'admission de cette déclaration de la Palestine, disant que la Palestine est un État ou en tout cas doit être considéré comme tel pour les fins du statut de Rome. Puis on a d'autres avis, plutôt de think tanks, par exemple, proches des thèses israéliennes, qui vont considérer qu'au contraire, il ne faut pas le faire. Et le procureur va vraiment prendre son temps pour répondre, puisqu'il va attendre plus de 3 ans avant de prendre position. Donc c'est assez particulier qu'il attende plus de 3 ans, d'autant que sa décision, de prime abord, va consister à ne pas décider. Donc il lui faut 3 ans pour se rendre compte qu'en réalité, il ne veut pas décider, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'il n'appartient pas au bureau du procureur, justement, de se prononcer sur le fait de savoir si la Palestine est ou non un État, et que cette décision devrait revenir plutôt, alors soit à l'Assemblée des États parties à la Cour, qui est en fait l'ensemble des États qui sont partis à la Cour, qui se réunissent une fois par an, soit plutôt aux instances des Nations Unies, au secrétaire général ou même plutôt à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, au même moment, la Palestine avait entamé un certain nombre donc, de démarches aux Nations Unies qui avaient échoué dans un premier temps s'agissant d'être reconnue comme État membre à part entière des Nations Unies, en raison en particulier du veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Et puis l'année suivante, elle allait réentamer d'autres démarches pour obtenir plutôt le statut d'État observateur, puisque cette procédure-là avait l'avantage de ne pas devoir passer devant le Conseil de sécurité et donc simplement passer devant l'Assemblée générale des Nations Unies, où là, elle avait l'assurance d'avoir une assez confortable majorité. En réalité, quelque temps avant également, donc avant que ce soit prise la décision du procureur, en septembre-octobre 2011, la Palestine avait déjà été admise comme État membre de l'UNESCO. Donc là, on avait un vote à une très très large majorité, une décision qui impliquait forcément que la Palestine était considérée internationalement comme un État, puisque pour être État membre de l'UNESCO, comme son nom l'indique, il faut être considéré comme étant un État. Alors, de ce point de vue-là, la décision du procureur va être donc assez curieuse parce qu'il va complètement ignorer ce fait concernant l'admission de la Palestine comme État membre de l'UNESCO. Il ne va même pas le mentionner dans sa décision. Il va simplement indiquer que certes des démarches diplomatiques sont entamées par la Palestine
Et donc, il va dire que lui ne se sent pas habilité à décider si oui ou non la Palestine doit être considérée comme un État, que c'est donc aux Nations Unies à se prononcer, et c'est ça qui est important, alors on ne le voit pas tout à fait bien ici, mais il termine en disant que le bureau n'exclut pas la possibilité d'examiner à l'avenir les allégations de crimes commis en Palestine si les organes compétents de l'ONU élucident le point de droit en cause dans le cadre d'une évaluation au regard de l'article 12, etc. Bon, ce n'est pas tellement important, mais ce qui est important, donc, c'est qu'il n'exclut pas, qu'il examine néanmoins la plainte introduite par la Palestine si l'Assemblée générale des Nations Unies élucidait le point de droit, c'est-à-dire de savoir si la Palestine est ou non un État. Alors, l'interprétation qu'on pouvait plutôt faire de cette décision était de dire, pour le moment, ils suspendent la décision définitive, ils attendent finalement une prise de position des Nations Unies qui ne saurait tarder puisque des démarches sont entreprises, mais il n'y a pas de décision définitive. Ils ne rejettent pas, à proprement parler, il n'y a aucun moment dans la décision il est dit que la déclaration de la Palestine est rejetée. Ça semble être une sorte de mise en suspens. Peu de temps après, donc, la Palestine est reconnue comme État non membre des Nations Unies, c'est-à-dire que clairement, à nouveau, on voit qu'elle est admise comme étant un État. Et bizarrement, environ un an plus tard, le bureau du procureur, au détour d'un rapport d'activité, ce qui est quand même assez curieux, prend en fait, sans le dire, une nouvelle décision, c'est-à-dire que dans ce rapport d'activité, il fait le point sur toute une série d'affaires, non seulement entre autres celle de la Palestine. Il reprend des extraits de sa décision d'avril 2012, mais il rajoute une phrase qui consiste à dire « Le bureau a donc estimé que le dépôt de la déclaration de 2009 n'était pas valide ». Or, il n'a jamais dit ça dans sa décision d'avril 2012. Or, si c'était ça la conclusion logique de son raisonnement, il aurait dû évidemment l'indiquer. Et ensuite, le paragraphe juste après, il doit être précisé que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies ne modifie en rien le caractère invalide en droit de la déclaration de 2009. Alors, il n'explique pas pourquoi, mais il fait comme si, en réalité, donc, son raisonnement, on peut essayer de retracer, c'est de dire qu'en réalité, la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, en quelque sorte, créerait l'État palestinien, donc il n'existerait qu'à partir du moment de cette résolution, et ne serait pas simplement constatative, c'est-à-dire elle constaterait qu'un État palestinien existe, il existait en 2012, il existait probablement en 2009, parce qu'on ne voit pas très bien sur le plan institutionnel en quoi la nature de la Palestine aurait fondamentalement changé entre 2009 et 2012. Et donc, on en est là concernant la déclaration qui a été faite en 2009. Finalement, le bureau du procureur est d'avis qu'elle est invalide, que tout ce qui s'est passé après ne peut pas, finalement, la rendre à nouveau valable. Et donc, finalement, il n'y a aucune manière possible pour la CPI de traiter de la situation en Palestine, et en particulier de l'opération Plomb Durci. Deuxième affaire, c'est donc l'affaire du Mavi Marmara, qui a donc été déféré à la Cour par les Comores, qui était donc l'État de pavillon du principal bateau, le Mavi Marmara, qui avait connu donc les affrontements entre les passagers du navire et les forces israéliennes, avec, je pense, 8 morts du côté des passagers. Alors là, c'est en novembre 2014 que le bureau du procureur va prendre position sur cette situation et va considérer que l'affaire est irrecevable. Donc, il ne va pas accepter de prendre en considération l'affaire. Et donc, dans son rapport, il va tout d'abord constater que la Cour a bien compétence sur 3 bateaux de la flottille, dont le Mavi Marmara, en fonction des états de pavillon. Il constate que Gaza doit bien être considéré comme étant un territoire occupé, contrairement à la thèse israélienne qui considère que depuis le retrait de 2005, Gaza n'est plus un territoire occupé, que donc le conflit à Gaza devait bien être qualifié de
conflit armé international, ce qui rend applicable la qualification de crime de guerre. Il considère que sur base d'un certain nombre de rapports internationaux qui ont été rendus sur les incidents du Mavi Marmara, il y a bien, au moins apparemment, des crimes de guerre qui ont été commis. Donc il y a, sur le plan matériel, il y a bien des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, mais finalement, elle va considérer que les événements ne sont pas suffisamment graves que pour justifier la compétence de la Cour. Donc là, c'est sur base du critère de gravité. Elle va considérer que finalement, c'est un incident isolé sur un seul des bateaux, qu'elle n'est compétente que pour ce qui s'est passé sur les bateaux et pas sur ce qui s'est passé après, lorsque les passagers ont été ramenés en territoire israélien, parce que là, elle perd la compétence. Donc, sur base de ces éléments-là, elle va considérer que ce n'est pas suffisamment grave. Alors, sur ce plan, on peut d'une certaine manière comprendre le raisonnement du bureau du procureur. D'autres interprétations auraient été possibles également. Disons que la décision est moins choquante que dans le premier cas de figure de mon point de vue sur un plan juridique. Et enfin, on en arrive maintenant à l'adhésion de la Palestine en tant que telle, qui a été décidée donc, fin décembre 2014, donc il y a quelques mois à peine. Elle a été justifiée par l'échec de la démarche qui avait été entreprise auprès du Conseil de sécurité, puisque un projet de résolution avait été soumis qui prévoyait une échéance au terme de laquelle l'occupation israélienne devait nécessairement prendre fin et un certain nombre de paramètres à cet égard. Comme on le sait, le projet de résolution n'a pas obtenu la majorité nécessaire. Toute hypothèse, il y aurait eu un veto des États-Unis. Alors peut-être que la Palestine va resoumettre un projet de résolution dans les semaines ou les mois prochains. Mais donc elle avait annoncé que si la résolution n'était pas adoptée, elle entamerait des démarches auprès de la Cour pénale internationale. Alors elle l'a fait de deux manières, puisqu'il y a eu tout d'abord une déclaration faite le 31 décembre 2014, donc déclaration comme celle qui avait été faite en 2009, une déclaration qui vise à donner compétence à la Cour en pouvant remonter dans le temps. Donc c'est ça l'intérêt de la déclaration. Et ici, alors, ils ont bien réfléchi en réalité à la portée qu'ils allaient donner à leur déclaration. La première déclaration qu'ils avaient faite en 2009, ils étaient remontés jusqu'à 2002. Donc ils étaient remontés au maximum des possibilités en donnant compétence à la Cour à partir du 1er juillet 2002, même si c'était essentiellement l'opération Plomb durci qu'ils avaient à l'esprit. Ici, ils ont été plus prudents, c'est-à-dire qu'ils ont, en tout cas pour le moment, fait une déclaration qui remonte au 13 juin 2014. Donc, ce n'est pas un grand bond dans le temps, mais le 13 juin 2014, c'est le début de l'opération bordure protectrice à Gaza de cet été. Et donc là, l'objectif premier, c'est d'inclure dans la compétence de la Cour cette dernière opération israélienne à Gaza. En même temps, la Palestine dit qu'elle se réserve le droit de faire d'autres déclarations qui pourraient remonter à d'autres périodes antérieures. Et puis, on a, second acte, l'acte d'adhésion formelle de la Palestine au statut de la Cour pénale internationale. Et donc là, désormais, la Palestine devient partie formellement au statut de Rome. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que cet instrument d'adhésion a été accepté par le secrétaire général qui joue en réalité le rôle de dépositaire du statut de Rome. Donc, c'est lui qui reçoit les instruments d'adhésion et c'est lui qui décide dans un premier temps si oui ou non l'instrument d'adhésion est valable. Et donc là, il a considéré que la Palestine devait donc bien être considérée désormais comme un État et qu'il pouvait désormais parfaitement devenir partie au statut de Rome. Ces derniers mois, d'ailleurs, la Palestine est déjà devenue partie à toute une série de traités internationaux, spécialement dans le domaine des droits de l'homme ou du droit international humanitaire. Et puis, suite à cela, le bureau du procureur a ouvert un examen préliminaire sur base de la déclaration faite par la Palestine.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire de ces éléments? C'est que désormais, la question du statut juridique de la Palestine est tranchée. C'est-à-dire que tant le secrétaire général que le bureau du procureur considèrent que, oui, la Palestine doit être considérée comme un État, et donc elle peut devenir partie au statut de Rome, elle peut donner compétence à la Cour. Donc là, cette question est tranchée. On a entendu souvent des déclarations israéliennes en disant non, mais cette affaire n'ira jamais plus loin parce que la Palestine n'est pas un État. Donc là, ils se trompent lourdement, ou c'est simplement du discours, parce que cette question est tranchée très largement au sein de la CPI et au sein des Nations Unies désormais, en tout cas à partir de novembre 2012, et donc de cette acceptation du statut d'État non membre de la Palestine. Alors, quelle est la portée exacte de cette ouverture d'un examen préliminaire? Alors, comme son nom l'indique, c'est vraiment un simple examen préliminaire. On est au stade qui précède l'ouverture d'une enquête. Donc là, le bureau du procureur de la Cour pénale n'est pas encore en train d'investiguer quant à la réalisation ou non de crimes, quant aux individus qui seraient responsables, etc. C'est vraiment simplement un examen préliminaire pour examiner si elle a véritablement compétence sous tous les aspects pour examiner la situation qui a été transmise. Alors, quelles sont les questions principales qui vont se poser justement dans cette perspective du traitement par la CPI de l'adhésion de la Palestine? Donc on a évidemment deux aspects. Il y a la compétence conférée par la déclaration, donc qui remonte au début de l'opération bordure protectrice, et puis on a de toute façon l'adhésion de la Palestine de manière beaucoup plus générale et donc plus formelle. La Palestine va devenir un État partie et l'entrée en vigueur est placée au 1er avril 2015. Donc dans quelques jours, il y aura entrée en vigueur officielle du statut à l'égard de la Palestine. Et en tant qu'État partie, elle va en fait bénéficier de davantage de droits que celles dont elle bénéficierait du simple fait de sa déclaration. Notamment, ça va lui permettre de déférer une situation. Et ce qu'elle a déjà annoncé, elle a indiqué qu'elle allait déférer la situation de la Palestine au bureau du procureur dès le 1er avril ou dans les jours qui devraient suivre. Alors, quelles sont les questions principales qui vont se poser à cet égard? Tout d'abord, ce sera la question de savoir de quel crime pourra connaître la Cour pénale internationale. Donc, on a, première situation, justement, l'opération bordure protectrice qui a eu lieu cet été à Gaza. D'après déjà toute une série de rapports d'ONG, que ce soit des ONG israéliennes ou internationales, B'Tselem par exemple, Amnesty International, Human Rights Watch, une série importante de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, ont été commis dans le contexte de l'opération. Des crimes de guerre imputables aux forces israéliennes, mais aussi à certaines factions palestiniennes, notamment les tirs de roquettes vers des villes israéliennes de manière indiscriminée. Donc il est fort possible que toute une série de crimes qui aient pu être commis dans ce contexte puissent donc relever de la compétence de la Cour. Ce seront des crimes de guerre. Et on peut imaginer que la Cour, dans un souci d'équilibre, va essayer de non seulement viser des responsables israéliens, mais également des responsables palestiniens. Et c'était d'ailleurs tout l'enjeu du débat et du questionnement palestinien quant à savoir, faut-il aller devant la Cour? Et aussi, quelle est la portée de la compétence peut-on lui donner? Et c'est notamment une question qui s'est posée lorsque on se demandait la question de savoir jusqu'où il faut remonter. Au plus on remonte, au plus il y a aussi un risque que des responsables palestiniens soient traduits devant la Cour. Alors, il y a non seulement évidemment l'opération bordure protectrice, mais il y a tous les autres crimes liés à l'occupation israélienne qui peut être soumis à la Cour. Et donc là, il y a évidemment toute une série d'actions violentes commises par les forces israéliennes. Il y a de manière plus structurelle toute l'entreprise de colonisation et toutes les mesures qui l'accompagnent. La colonisation est un crime de guerre au regard du statut de Rome. C'est visé par le transfert de populations civiles en territoire occupé. Donc c'est constitutif
d'un crime de guerre et toute une série de mesures qui accompagnent cette entreprise de colonisation, des réquisitions de terres, des destructions de biens, sont également susceptibles, lorsqu'ils sont commis à une certaine échelle, d'être constitutifs de crimes de guerre. On pourrait également avoir certains crimes contre l'humanité, comme le crime de persécution. Ça, Raphaël avait travaillé sur cette question lors d'un tribunal Russell. Et cette question du crime d'apartheid, qui revient assez régulièrement. Est-ce que toute une série de caractéristiques de l'occupation en Cisjordanie, à Jérusalem, est-ce que ça correspond au crime d'apartheid en vertu de toutes les dimensions discriminatoires que ça comporte? Cette question pourrait être soumise à la Cour pénale internationale. Alors, à partir de quand? Mais donc, jusqu'à présent, en fonction des éléments qui ont été des démarches palestiniennes, la date butoir, c'est le 13 juin 2014, mais comme je l'ai indiqué, il se pourrait que dans le futur, il puisse donner des compétences à la Cour via d'autres déclarations qui remontent à d'autres situations. Par exemple, l'opération Plomb durci, il pourrait être décidé qu'on donne également compétence à la Cour pour l'opération Plomb durci, voire encore remonter plus loin dans le temps. Et une question qui se pose par rapport à la chronologie des crimes qui pourraient être traités par la Cour, c'est également la question de ce qu'on appelle les crimes continus. Les crimes continus, c'est des crimes qui sont en réalité liés à une situation, qui ne sont pas des crimes ponctuels, mais qui établissent une situation qui dure dans le temps et pour lesquels on considère que le crime se perpétue tant que la situation dure. Et donc on peut notamment se poser la question de savoir si, précisément, le transfert de population civile, donc la colonisation, n'est pas un crime continu, auquel cas on pourrait en réalité remonter très loin dans le temps, en se disant même si la Cour n'a compétence, par exemple, qu'à partir du 1er avril 2015 ou du 13 juin 2014, en réalité, on peut prendre en cours de route, si on peut dire, toutes les situations, notamment liées à la colonisation, puisque là, c'est une situation qui perdure, et tant que la situation perdure, le crime est considéré comme continuant. Alors, toute une série d'autres questions vont se poser au bureau du procureur. Et évidemment, ce n'est pas particulièrement surprenant que le bureau du procureur soit assez embarrassé par, en réalité, la situation de Palestine et que, comme on a pu le voir à travers le traitement des démarches précédentes, il n'est pas particulièrement empressé et joyeux de devoir traiter cette question. Parce qu'il sait évidemment qu'il va avancer en terrain glissant, donc on peut s'attendre à ce que le bureau du procureur, chaque fois qu'il en aura l'occasion, va essayer de mettre les choses de côté et de ne pas faire spécialement avancer la situation. Notamment, il va essayer de prendre son temps, comme il l'a déjà fait. Puisque les questions principales qui vont se poser, comme on l'a vu, il y avait la question du statut de la Palestine. Alors, tant qu'il ne pouvait pas se réfugier derrière une sorte d'acte objectif qui était l'admission de la Palestine comme État non membre aux Nations Unies, eh bien on a vu qu'il ne voulait pas se mouiller, quand bien même la Palestine était reconnue par plus de 130 États dans le monde. Il aurait pu aussi simplement dire, on voit que de manière très très majoritaire, finalement la Palestine est reconnue comme un État. Il préférait ne pas se prononcer. Donc, il a attendu cet élément objectif qui lui permettait de se réfugier derrière une décision qui ne relevait pas de sa propre compétence. Alors, autre point extrêmement important et délicat qui va se poser, c'est la question de l'application de la complémentarité. Donc, c'est là, notamment lors de l'examen préliminaire qui a été ouvert en janvier 2015, que cette question-là va devoir faire l'objet d'investigations importantes et ça risque de prendre énormément de temps. Et d'ailleurs, le bureau du procureur, lorsqu'il a communiqué le fait qu'il ouvrait un examen préliminaire, il a tout de suite précisé et il n'y a aucune échéance qui s'impose, donc il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas un certain temps dans lequel on doit se décider, annonçant sans doute par avance qu'il allait prendre son temps. Ici, qu'est-ce que va impliquer la complémentarité? Eh bien, s'agissant spécialement des crimes qui pourraient être imputés à des Israéliens, en particulier dans le cadre de l'opération Bordure protectrice, il va falloir se demander si il n'existe pas des procédures en Israël qui sont ouvertes concernant les mêmes affaires et les mêmes situations. Et donc, ça va probablement demander un examen assez approfondi et assez long. Alors,
si on se réfère à l'expérience dans le domaine, et notamment en particulier à ce qui s'est passé après l'opération Plomb durci, à Gaza, à nouveau en 2008-2009. Donc après l'opération Plomb durci, on a eu une commission d'enquête qui a rendu un rapport qui est devenu célèbre, le rapport Goldstone, qui avait constaté que toute une série de crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, avaient été commis, qu'un certain nombre de ces crimes étaient imputables à des organisations palestiniennes, d'autres aux forces israéliennes, et donc il demandait l'ouverture d'enquêtes. Du point de vue israélien, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été ouvertes. Environ 400 enquêtes ont été ouvertes. Et puis, après le rapport Goldstone, on a eu une seconde commission qui devait faire le suivi des directives du rapport Goldstone, qui était la commission McGowan, nom d'une juge américaine, et qui devait examiner justement dans quelle mesure les États avaient suivi ce qui était demandé par le rapport Goldstone. Et donc c'est très intéressant de se référer aux conclusions de cette commission. Alors, elle constate qu'effectivement Israël a ouvert toute une série d'enquêtes. Au final, il y a assez peu de résultats tangibles, c'est-à-dire qu'il y a très peu, il y a quelques décisions disciplinaires, il y a eu l'une ou l'autre condamnation, mais à des peines extrêmement légères. Mais ce qui est spécialement intéressant, c'est de constater que ce que conclut le rapport McGowan, c'est que là où il n'y a aucune investigation, c'est sur les échelons supérieurs de responsabilité. C'est-à-dire que seuls sont visés des comportements individuels de soldats qui, en réalité, n'auraient pas respecté les instructions qui leur ont été données. Donc, si quelqu'un a molesté un civil, a fait des pillages, la plus grave sanction, ça a été pour le vol d'une carte de crédit. Par contre, l'utilisation d'un civil, d'un adolescent comme bouclier humain a donné lieu à une peine extrêmement faible, à peine quelques jours de prison. Pour le reste, ne sont jamais investigués les stratégies militaires qui sont utilisées. Or, toutes les organisations des droits de l'homme pointent le problème comme relevant de la stratégie qui est utilisée, et notamment le fait qu'Israël considère complètement, en tout cas de son point de vue, compatible avec le droit de la guerre, le fait de viser des habitations pour, par exemple, toucher un dirigeant du Hamas qui s'y trouverait, alors même que toute sa famille s'y trouve et que le fait de détruire la maison va probablement tuer 5, 10, 15 civils, en plus peut-être du dirigeant du Hamas. Et donc toutes les associations de droits de l'homme considèrent que cette stratégie, en son principe même, est contraire à une série de principes du droit humanitaire, le principe de distinction, de proportionnalité en particulier. Et donc la Cour pourrait, fort de cette expérience, simplement constater assez facilement que seuls à nouveau seront visés plutôt des comportements individuels et à nouveau, effectivement, Israël a ouvert un certain nombre de procédures plutôt disciplinaires, mais que ne sont jamais investiguées les responsabilités supérieures de l'état-major, voire de l'échelon politique. Par exemple, un débat qui est en cours en Israël et je pense qu'il n'est toujours pas tranché, c'est la question de savoir si le procureur militaire doit ouvrir une enquête sur ce qu'on a appelé le Black Friday et la mise en application de ce qu'on appelle la doctrine Hannibal, c'est-à-dire le fait que lorsqu'un soldat israélien est capturé, il faut dans un premier temps essayer de le libérer immédiatement, et si on n'est pas capable de le libérer, il faut en réalité lancer une opération militaire massive, plutôt pour s'assurer qu'il ne va pas pouvoir être pris en otage et qu'il sera tué dans les opérations. Et donc, ce qui s'est passé à Rafah un vendredi a été le moment où il y a eu le plus de civils tués dans le laps de temps le plus limité. Et donc, à nouveau, de nombreuses associations des droits de l'homme ont pointé cet événement comme constitutif de crimes de guerre. Et pour le moment, on ne sait pas si finalement une enquête formelle va être ouverte en Israël. Donc, à nouveau, si une décision de ne pas ouvrir une enquête était prise, eh bien, là, la Cour pénale pourrait constater ce fait-là et donc dire que le principe de complémentarité ne va dès lors pas s'appliquer. Alors, évidemment, la complémentarité va jouer également du côté palestinien. Et donc là, les Palestiniens, spécialement maintenant, du fait qu'ils sont partis au statut de Rome, ont une série d'obligations à cet égard. Et ils sont alors évidemment particulièrement obligés de
montrer qu'ils font le nécessaire pour mener également des investigations. Donc là, il faudra également voir les conséquences qui en sont tirées. Ensuite, également, un autre problème particulièrement délicat auquel la Cour va être confrontée, ce sera la question de la localisation des frontières de la Palestine. Parce que ce qu'on a pu lire dans un certain nombre d'écrits concernant les suites possibles de l'adhésion de la Palestine, certains juristes plutôt proches des thèses israéliennes ont dit, mais en réalité, il est impossible pour la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence territoriale pour des crimes commis sur le territoire de la Palestine, parce que la Palestine n'a pas de frontières, on ne peut pas déterminer quel est exactement son territoire, par exemple à Jérusalem-Est ou dans les grands blocs de colonies, etc. Et la Cour ne sera pas compétente pour déterminer s'il s'agit du territoire palestinien ou du territoire israélien. Donc effectivement, si on met en cause, par exemple, la colonisation à Jérusalem-Est ou dans justement le pourtour de Jérusalem, par exemple, eh bien, ce que va devoir faire dans un premier temps le bureau du procureur, ensuite la Cour elle-même, c'est devoir déterminer si le crime est bien localisé en territoire palestinien, parce que ce n'est qu'à cette condition qu'est la compétence. Alors évidemment, de mon point de vue, elle devrait répondre favorablement, puisqu'elle devrait se référer. Alors il n'y a pas de frontières formelles, évidemment, qui sont tracées entre Israël et la Palestine, mais évidemment, dans le même raisonnement, on peut dire alors qu'Israël n'a pas de frontières non plus. Or, il y a suffisamment de résolutions qui systématiquement visent Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est comme étant du territoire palestinien occupé. Donc à chaque fois, on a le terme palestinien occupé. La Cour internationale de justice, dans son avis sur le mur, répète à de nombreuses reprises que la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont des territoires palestiniens occupés. Donc il est clair que ce n'est pas du territoire israélien et que dès le moment où on admet qu'il existe un État palestinien, que ces frontières, les frontières auxquelles il a droit, comportent bien à la fois Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Mais évidemment, la Cour pénale internationale, elle va être très embarrassée par cela, parce qu'elle va se dire, tiens, en réalité, on m'utilise pour quelque part trancher le conflit israélo-palestinien, déterminer des frontières, alors que ce n'est pas du tout mon job. Ça, ce serait le job de la Cour internationale de justice, si ce n'est que la Cour internationale de justice, elle ne peut pas être saisie de ce différend territorial, puisque Israël n'accepte pas la compétence de la CIJ. Alors, pour en terminer, quels sont les objectifs et les stratégies des acteurs à cet égard, en se centrant évidemment plus spécialement sur la Palestine et Israël. Du point de vue de la Palestine, très clairement, ils ne pensent pas que dans un futur très proche, Benyamin Netanyahou ou d'autres dirigeants israéliens vont se retrouver à La Haye devant la Cour pénale internationale. Ils savent que c'est dans un temps extrêmement long, entre le moment actuel, c'est-à-dire simplement une situation sous examen préliminaire, ensuite l'ouverture d'une enquête, des charges avec confirmation des charges, un mandat d'arrêt pour arriver à un procès, ça risque de durer de nombreuses années, d'autant que il n'y a pas évidemment de police internationale au profit de la Cour pénale internationale, donc on ne va pas aller chercher Benyamin Netanyahou ou d'autres dirigeants israéliens ou militaires. Donc simplement, ce qui risque, c'est d'être arrêté s'il se rend sur le territoire d'un État parti et qui a donc une obligation de coopération. Donc l'objectif qui est poursuivi est plutôt un objectif instrumental qui est d'utiliser la Cour pénale internationale pour peser sur les termes du conflit. Donc ça a été une arme longtemps brandie. Souvent, ils ont reculé en disant « bon, on ne va pas le faire pour le moment ». Et évidemment, voyant l'état des perspectives de processus, entre guillemets, de paix, ils sont guère d'illusions. Donc, ils utilisent les armes qui peuvent avoir un moyen de pression. D'autant que ce moyen de pression peut être levé à tout moment puisque le Conseil de sécurité peut suspendre des poursuites. Et donc, si la Palestine trouvait qu'effectivement on a un processus de paix tout à fait crédible qui s'entamait et que dès lors des poursuites devant la CPI pourraient parasiter tout cela, eh bien il pourrait très bien accepter qu'on vote une résolution qui suspende. Donc ça reste un outil qui peut être activé de différentes manières. Et puis ce qui peut être obtenu de la CPI, c'est par exemple le fait de la condamnation
comme crime de guerre de la colonisation, qui est quand même un des aspects fondamentaux du conflit et l'objectif principal à toute résolution du conflit. Alors, du point de vue d'Israël, donc là, la stratégie sera à la fois très probablement, évidemment, une absence totale de coopération, puisqu'ils ne sont pas États membres de la Cour, ils n'ont aucune obligation à cet égard, en ligne avec leur attitude générale vis-à-vis de tout mécanisme international. Généralement, ils refusent de coopérer, comme ils refusent de coopérer avec l'actuelle commission d'enquête sur l'opération bordure protectrice. Donc, ils vont à la fois refuser de coopérer, mais probablement ils trouveront toute une série de relais qui vont envoyer de l'information à la Cour pour incriminer plutôt les groupes palestiniens. C'est-à-dire que la Cour, elle peut recevoir des informations en fait, de toute partie quelconque. Donc toute association peut envoyer des documents à la Cour en disant « Regardez, ça révèle une série de crimes ». Donc il vaut probablement à la fois, eux, ne pas coopérer, mais probablement par différents canaux, dans la mesure du possible, essayer d'incriminer plutôt les groupes palestiniens. Et on a vu tout récemment ce qui s'est passé aux États-Unis avec la condamnation de l'autorité palestinienne et de l'OLP en considérant qu'ils étaient responsables pour certains attentats commis par les brigades des martyrs Al-Aqsa entre 2000 et 2004. Et donc, c'est un peu ce genre de voie qui sans doute sera privilégiée. Et à nouveau, cette affaire aux États-Unis montre aussi les réticences de la Palestine de remonter trop loin dans le temps, parce qu'on peut alors revenir avec notamment la deuxième intifada qui a donné lieu à davantage évidemment d'actes d'attentats, par exemple de la part de groupes palestiniens. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question à ce stade et on va pouvoir entamer les débats et les questions. Merci vraiment beaucoup, François, pour cette présentation d'une clarté absolue, extrêmement précise, présentation juridique où tu as également bien souligné les enjeux politiques et les stratégies des acteurs. Hein. Donc vraiment, c'était remarquable. Merci beaucoup. Je ne vais pas garder la parole parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, je vous invite à intervenir. Monsieur. Oui, bonjour. J'avais deux questions. La première sur la question de la complémentarité que vous avez évoquée. S'agissant de ce qui s'est passé cet été donc, sur bordure protectrice, on voit bien effectivement que cette complémentarité peut jouer directement, puisque d'ailleurs on a vu dans la presse le fait que effectivement les Israéliens ont indiqué qu'ils avaient déjà lancé une quinzaine d'enquêtes en fait en interne sur le sujet. En revanche, l'autre crime que vous avez évoqué, qui est effectivement celui de la colonisation, qui est extrêmement explicite, la question est de dire, y a-t-il des contre-feux possibles du côté d'Israël? Pour répondre à cette question, on a envie de répondre non, mais bon, c'était la première question. Et la deuxième question de nature complètement différente, c'est le fait de dire que, vous nous avez dit que là, donc, la CPI travaille sur l'examen préliminaire, l'enquête et tout ça va prendre un certain temps. Quel peut être le rôle en fait, des gouvernements autres, et je pense en particulier au gouvernement français? Il semble que dans certains cas, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, etc., il y a eu des, alors, je ne sais pas quelle nature d'intervention ont été faites par le gouvernement français. Ça peut intéresser directement le mouvement de solidarité pour savoir comment peser éventuellement en fait, sur l'acteur, l'État français. Merci. Oui, merci. Alors, s'agissant du premier volet et celui de la colonisation, il est vrai que de prime abord, c'est le crime qui est le plus facile à établir du point de vue palestinien, puisque c'est un crime qui est en quelque sorte complètement assumé par le gouvernement israélien, puisqu'il considère lui que c'est parfaitement légal, contre l'avis de toutes les instances internationales et contre l'opinion de la Cour internationale de justice. Donc c'est assez facile à déterminer, un, que c'est bien un crime, et deux, qu'il est commis par le gouvernement israélien. Il faudra alors pointer toute une série de responsabilités individuelles, mais on peut remonter très haut, puisque c'est vraiment une responsabilité gouvernementale. Et
Et 3, que bien entendu, ce crime ne fait l'objet d'aucune investigation, d'enquête quelconque en Israël. Et puis même à l'encontre de ça, les quelques rares fois où on a voulu soulever la question devant la Cour suprême, elle a toujours botté en touche d'une manière ou d'une autre par toute une série de stratégies juridiques qui l'ont amené à dire qu'en toute hypothèse, elle ne pouvait pas examiner la question. Donc ça, c'est clair que c'est assez simple. La question qui va probablement se poser, s'agissant de ce crime-là, comme je l'ai dit, ça va être la question territoriale. Donc là, certainement, Israël va vouloir essayer de soulever le fait qu'en réalité, la Cour ne peut pas traiter de la question parce que pour pouvoir traiter de la question, elle devrait, en quelque sorte, trancher un différend territorial entre la Palestine et Israël et qu'elle n'est pas du tout compétente pour ça. Donc elle va probablement essayer ils vont essayer de jouer là-dessus. Et puis il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire que là, on va pouvoir prendre en considération tout ce qui s'est passé après le 13 juin 2014. Alors déjà depuis le 13 juin 2014, on a un certain nombre de décisions. Mais alors, c'est là qu'intervient la gravité. Si on a 2-3 nouvelles décisions d'implantation, est-ce que c'est suffisamment grave? Est-ce qu'on peut rapporter ça à l'ensemble du processus? Et puis donc c'est là qu'intervient la question de la situation continue. Est-ce qu'on peut remonter plus loin en disant, mais en réalité, le transfert de population civile en territoire occupé, c'est un crime qui est un crime continu. C'est-à-dire que tant que la situation dure, en fait, on empêche les Palestiniens d'occuper leur territoire, de pouvoir se développer convenablement. Donc tous les effets sont là et la situation perdure. Donc c'est un crime continu qui permet en fait de remonter en arrière et donc se dire on ne doit pas simplement prendre les décisions postérieures au 13 juin 2014. Mais là, il va certainement y avoir encore un débat juridique. Je ne sais pas si Raphaël a peut-être des vues précises sur la définition des crimes continus. Ce n'est pas toujours évident parce que les questions se posent dans différents domaines du droit international et ce n'est pas toujours facile de distinguer simplement une décision ponctuelle qui a des effets continus d'un crime qui consiste en une situation continue. Par exemple, une expropriation a été considérée comme étant un acte ponctuel, quand bien même, évidemment, les effets d'expropriation, ils perdurent par la suite. Et donc, il y aura à nouveau, évidemment, comme en droit, toujours au moins 2 thèses possibles et des tas de débats à cet égard. Donc, à la fois, la question a l'air simple sur le principe, mais à nouveau, va certainement déboucher sur des débats juridiques assez importants. Mais c'est probablement, évidemment, l'autre priorité de la Palestine lorsqu'il va déférer la situation d'après ce qui a été annoncé à partir du 1er avril 2015. Ils vont probablement vouloir se centrer sur justement les aspects vraiment structurels du conflit israélo-palestinien et pas simplement des événements aussi dramatiques fussent-ils que celui des opérations à Gaza. Alors sur le second aspect, quant au rôle des États, pour le moment, le rôle des États européens n'a pas été très évidemment favorable au fait que la Palestine puisse faire des démarches auprès de la CPI, puisqu'ils ont toujours, de manière plus ou moins explicite ou plus ou moins voilée, toujours dit en tout cas ne faites rien, etc. Il y a peut-être maintenant un tout petit peu plus de compréhension à cet égard, mais je ne crois pas qu'ils doivent être très très chauds, très très favorables, ce qui montre évidemment un certain double discours, puisqu'on est en faveur de la Cour pénale internationale lorsque ce sont des chefs d'État africains qui sont accusés. Donc, si on voit maintenant sur un autre slide que j'avais fait pour une autre conférence, si on reprend sur le site de la Cour le portrait de tous les accusés pour le moment, ils sont tous africains. Alors, ce qui peut s'expliquer de différentes manières, etc., c'est qu'il se fait que l'Afrique a beaucoup ratifié aussi le statut, ce qui est plutôt à son honneur. Mais donc, les conséquences sont que, pour le moment, c'est beaucoup de dirigeants ou d'acteurs africains qui sont déférés. Mais donc là, effectivement, il faut au moins que ces États-là ne fassent pas obstacle, parce qu'il semblerait qu'il y ait auprès de la Cour et du bureau du procureur quand même beaucoup de diplomatie secrète qui se noue. Donc c'est pas simplement ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup de pressions qui sont menées. Vous avez évoqué la question des roquettes envoyées par les militants de Gaza. Je crois que c'est une question effectivement extraordinairement importante, puisque
puisque dans l'opinion publique, ce que Israël banalise à 100%, c'est le fait qu'Israël ne fait que se défendre dans ses agressions, ne fait que se défendre contre des violents qui lui envoient en toute illégalité, en toute illégitimité, des roquettes sur son territoire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces roquettes sont une action de guerre en réplique à une situation de guerre qui est entretenue par Israël autour de la bande de Gaza, puisque la bande de Gaza est assiégée militairement, nous le savons, hein, et dans quelles conditions. Donc je crois qu'il faudrait, si vous êtes d'accord, enfin, je pense qu'il faut, dans les opinions publiques, accréditer cette idée que ce ne sont pas des crimes de guerre, ou bien alors ce le sont exactement au même titre que les bombardements alliés sur l'Allemagne à l'époque, dans les dernières périodes de la guerre, et les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Oui, donc à cet égard, il faut bien distinguer deux choses. C'est tout d'abord le principe même de l'utilisation de la force. Et donc, l'argument qui est toujours avancé par Israël est celui de la légitime défense. Or, il est clair que cet argument doit être écarté en son principe, puisque Gaza et de manière générale, la Palestine est toujours occupée. Et ce qu'a bien mis en évidence la Cour internationale de justice dans son avis de 2004, alors qu'Israël invoquait aussi la légitime défense pour justifier la construction du mur, la Cour a dit qu'on écartait cet argument par principe parce qu'il ne peut pas être invoqué par un État occupant à l'égard de l'État occupé ou de la population occupée. Donc évidemment, donc sur le principe, il est vrai qu'on va pouvoir considérer que l'utilisation de la force par les Palestiniens relève d'un exercice légitime de la force, mais uniquement en son principe. Ça ne veut pas dire que dans ses modalités, le droit international ne doit pas être respecté. Donc, de ce point de vue-là, comme l'avait constaté le rapport Goldstone, comme à mon avis le constatera à nouveau le rapport ex-Chabas McGowan, qui est la juge qui a remplacé William Chabas à la tête de la commission, il va constater que l'envoi de roquettes de manière indiscriminée vers des villes israéliennes sans trop savoir où ils vont tomber, c'est une violation du droit humanitaire. C'est-à-dire que même lorsqu'on a un exercice légitime de la force, en son principe, il faut néanmoins respecter les règles du droit humanitaire. Parce que ce respect est indifférent selon qu'on est dans son droit ou pas dans son droit sur le principe. Et vous avez raison de dire qu'un certain nombre de bombardements des forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient des violations du droit de la guerre. Et évidemment, Nagasaki et Hiroshima étaient des crimes contre l'humanité. Donc, simplement, évidemment, lors des tribunaux internationaux, là, c'était effectivement une juridiction des vainqueurs. Donc, seul un pan avait été examiné et pas l'autre. Mais néanmoins, dans les principes s'appliquent de la même manière à tous. Et là, c'est la manière de conduire la guerre, les hostilités. Et quand bien même on est dans son droit, en son principe, il faut les respecter. Ce qu'il y a dans la dernière opération à Gaza, c'est que, et tant mieux, les roquettes ont causé très peu de pertes civiles israéliennes. Il y a eu seulement, je pense, 4 ou 6 victimes. Il y a eu un certain nombre de soldats qui ont été tués, mais là, ça ne pose pas, a priori, de problème en termes de respect du droit humanitaire, parce que c'était dans le cadre des combats. Donc, il y a eu assez peu de victimes, et je ne suis pas sûr, néanmoins, que la Cour dise que ce n'est pas grave au sens du statut pour ne pas les prendre en considération, parce que la gravité, elle s'évalue au nombre de civils, mais aussi au nombre de roquettes envoyées. Et il se fait que là... Les systèmes antimissiles israéliens ont plutôt bien fonctionné, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un nombre très important de victimes civiles. Mais je pense que ce sera examiné néanmoins par la Cour. Et sur le principe, à nouveau, les principes s'appliquent. Oui, moi je ne suis pas juriste, mais plutôt dans le mouvement de solidarité internationale. Donc ma question, c'est maintenant que la Cour pénale internationale a reconnu le statut d'État à la Palestine, quid de l'ONU, puisque pour l'instant on en est toujours au statut d'État non membre. Donc premier aspect de ma question. Et le deuxième aspect, qu'en serait-il également
pour la reconnaissance bilatérale, notamment, qu'on attend du gouvernement français vis-à-vis de la Palestine. Merci. Est-ce que les confiscations des taxes collectées au bénéfice de la Palestine par l'État d'Israël et gardées par l'État israélien, ainsi que les coupures de courant autoritaires décidées par Israël au détriment de citoyens palestiniens qui s'apparentent à des punitions collectives, peuvent être de la compétence de la Cour? Moi, j'ai deux questions. La première, y a-t-il une chance pour le gouvernement israélien d'excuser les crimes qui ont été commis en l'espèce, c'est-à-dire en échappant ici aux critères qui ont été précédemment dégagés par la jurisprudence de la Cour dans les affaires notamment kenyanes ou libyennes, où la question de la recevabilité était posée? C'est ma première question. La deuxième question, c'est sur le principe de complémentarité toujours. Est-ce que aujourd'hui, en regardant en fait ce principe et l'attitude des États au niveau de l'Assemblée des États membres que vous avez évoqués, on a vu que certains États essayent de contourner le statut, notamment en essayant d'adopter une position politique, c'est-à-dire est-ce que ce principe n'est pas aujourd'hui un instrument politique des États qui vise à défendre leurs intérêts afin d'échapper, c'est-à-dire à la compétence de la Cour? Merci. Vous avez estimé que le fait de condamnation des dirigeants israéliens pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité reste encore loin. Ma question, est-ce qu'une accusation potentielle contre les dirigeants israéliens par le procureur pour crimes de guerre, notamment, et des crimes contre l'humanité, crimes d'apartheid surtout, peut avoir une influence sur un autre champ juridique, à savoir l'engagement de la responsabilité internationale de l'État d'Israël pour crimes d'apartheid, par exemple? D'accord, je vais essayer de repérer. Sur l'incidence sur la reconnaissance de la Palestine comme telle, les questions vont être complètement dissociées en réalité. C'est-à-dire qu'aux Nations Unies, puisque pour devenir État membre à part entière des Nations Unies, on doit passer par un avis favorable du Conseil de sécurité, avec la possibilité du veto, tant que les États-Unis s'opposent à la reconnaissance de la Palestine comme État, on ne va pas avancer. Donc je ne suis pas d'ailleurs sûr qu'ils vont réentamer des démarches pour le moment, puisque il faut bien dire aussi que c'est relativement symbolique, hein, puisque ce qu'on voit, le plus important, c'était qu'il puisse être admis comme étant État et puis entamer toutes les démarches qui en soient la conséquence, devenir partie au statut de la CPI, devenir partie à toute une série de traités internationaux, dont certains sont susceptibles d'être assez importants, significatifs. Donc, l'intérêt majeur est là. Après, être membre des Nations Unies, c'est encore mieux, mais ça ne va pas forcément donner des outils supplémentaires, parce que déjà en tant qu'État non membre, ils peuvent pratiquement faire exactement la même chose que les États membres, par quelques petites... Et sur les frontières, quand bien même on est... évidemment, Israël en est un exemple parlant. On a beau être admis aux Nations Unies, ça ne vous donne pas des frontières. On peut en tout cas être admis aux Nations Unies sans avoir de frontières clairement définies. Et c'était spécialement le cas, évidemment, en 1949, quand Israël a été admis comme État membre des Nations Unies. On a vu simplement des lignes d'armistice acceptées, et donc on a en fait, on n'avait pas du tout de frontières à part les anciennes frontières internationales existantes. Mais sur une bonne partie du territoire, il n'y avait pas de frontières, donc ça ne va pas aider spécialement même à confirmer les frontières, si ce n'est déjà à partir de ce qu'on a, c'est-à-dire les différentes résolutions du Conseil de sécurité qui permettent quand même de déterminer que tous les territoires Cisjordanie, Gaza et Jérusalem sont chaque fois considérés comme étant du territoire palestinien. Donc on voit mal comment ils pourraient tout d'un coup revenir à Israël. Et sur l'aspect par rapport à la France, là aussi sur le plan bilatéral, la reconnaissance d'un État
par un autre est considéré comme étant un acte discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est un acte purement politique. Il n'y a jamais d'obligation de reconnaître, quand bien même la réalité est peut-être indéniable, mais il n'y a pas d'obligation de reconnaître. Bon, d'ailleurs, certains États arabes ne reconnaissent pas l'État d'Israël, quand bien même il est État membre des Nations Unies, etc. Ça ne veut pas dire que la Palestine ne va pas avoir une certaine réalité objective vis-à-vis de la France pour toute une série de cas, comme voilà, la Palestine est partie au statut, au même titre que la France, statut de la CPI. Ils ont des relations, des obligations potentielles les uns vis-à-vis des autres. Même chose pour toute une série d'autres traités auxquels est partie la Palestine. Mais après, politiquement, la France n'a pas envie de formellement reconnaître. Ça, c'est une question du gouvernement. Alors, les autres questions. Oui, sur les taxes. Je ne me suis pas posé cette question de manière précise parce qu'il faudrait vraiment examiner ça au regard de chacune des dispositions, voir si ça pourrait entrer dans tel ou tel crime de guerre, puisque soit il faudrait vraiment l'inclure dans un ensemble de politiques, puisqu'il y a notamment peut être constitutif de crimes contre l'humanité, des violations répétées des droits de l'homme, etc. On pourrait les inclure dedans. Il y a est visé, quand je reprends la liste des éléments les plus pertinents, oui, ça, éventuellement punition collective, donc, mais ça va effectivement à nouveau être examiné dans un ensemble de mesures. Alors, soit évidemment Gaza, ça c'est le blocus de Gaza qui pourrait être au premier chef examiné. Encore qu'on a eu des rapports internationaux avec des conclusions très divergentes les unes des autres à cet égard. Donc, ça, à nouveau, ce serait relativement complexe à examiner. Donc, ça pourrait être intégré. Et sur les taxes, bon, là, ça relève surtout de l'accord de Paris, etc. Donc c'est d'abord au niveau interétatique que ça doit, enfin interétatique entre guillemets, que ça doit se régler. Et bon, c'est un outil que souvent utilisé Israël. Généralement, ils finissent toujours par les reverser parce que il n'est pas dans leur intérêt que l'autorité palestinienne ne s'effondre. Mais et alors sur la complémentarité comme outil au profit des États, donc le statut prévoit effectivement toute une série d'hypothèses qui vise à éviter qu'un État n'utilise en apparence des enquêtes pour en réalité supprimer la compétence de la Cour. Donc là, il y a toute une série de critères lorsque, en réalité, les enquêtes ne sont utilisées que pour éviter toute poursuite, c'est-à-dire qu'on va entamer des enquêtes puis très vite faire un non-lieu, par exemple, et alors on va dire, ben, regardez, on a investigué, maintenant l'affaire est close, il n'y avait pas matière à, et si on peut déterminer qu'en réalité le seul but est de faire échapper les responsables, alors la Cour peut néanmoins examiner l'affaire. Donc là, il y a moyen de passer outre un certain abus du principe de complémentarité par les États. Et alors sur les rapports entre responsabilité pénale individuelle et puis la responsabilité internationale de l'État, il est clair que donc sur les principes, il y a une distinction entre les deux. Responsabilité pénale individuelle, donc là on est dans le domaine du droit pénal, on va identifier la responsabilité d'un individu et pouvoir lui imputer un crime ou plusieurs crimes, soit parce qu'il l'a commis lui-même, soit parce qu'il a donné l'ordre de le commettre, soit parce qu'en tant que supérieur hiérarchique, il a une certaine responsabilité selon certains critères. Ici, s'agissant des crimes qui devraient être poursuivis, on va évidemment, et tout l'intérêt est de remonter à une certaine chaîne de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va plutôt viser des commandants militaires, soit même le chef d'état-major, soit le ministre de la Défense ou le Premier ministre, lorsqu'il s'agit vraiment de politiques qui sont décidées au plus haut niveau. D'ailleurs, le critère de gravité va faire qu'on va d'ailleurs plutôt chercher un certain degré de responsabilité. Et là, dès le moment où ce sont des dirigeants de l'État qui seront condamnés pénalement pour des crimes importants, comme celui de transfert de population civile ou éventuellement celui d'apartheid, mais qui serait probablement assez délicat pour la Cour d'examiner, ça va tout de suite rejaillir sur la responsabilité de l'État, puisque c'est la tête de l'État, des organes de l'État qui auront commis ces crimes, et qu'à ces crimes correspondent des règles du droit international qui sont applicables directement aux États. Donc là, il y aura vraiment une imputation directe de ces crimes après à l'État d'Israël.
Comme la Cour internationale de justice l'avait examiné, ces rapports dans l'affaire entre la Serbie et la Bosnie, par exemple, pour le crime de génocide, où en tant que tel, le crime de génocide, c'est un crime pénal individuel, mais se posait là, en l'occurrence, la question de la responsabilité de la Serbie pour avoir soit ordonné le crime, soit en tout cas une certaine responsabilité pour avoir laissé faire le crime alors qu'elle aurait pu faire quelque chose. Donc il y a un lien très direct entre une responsabilité pénale individuelle pour certains crimes internationaux et puis une responsabilité de l'État à l'occasion de ces crimes. Bonjour, j'ai deux questions. Vous avez laissé entendre à un moment que si la Palestine avait exclu l'opération Plomb Durci, c'était parce qu'elle craignait certainement des poursuites contre certains de ses dirigeants. Mais finalement, quand on prend l'opération Plomb Durci et Border Protected, on est sur des opérations assez similaires où le rapport Goldstone, comme certainement le prochain rapport, reconnaîtra qu'il y a eu des violations, notamment de la part palestinienne. Donc finalement, est-ce que vous avez une explication sur l'exclusion de Plomb Durci, alors que finalement, il n'y a pas vraiment de raison pour exclure Plomb Durci, surtout que le rapport Goldstone était beaucoup plus sévère envers les Israéliens qu'envers les Palestiniens. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous ne pensez pas finalement que la Cour, dans une approche très cynique, va adopter son attitude sur un certain nombre d'enquêtes qui, lorsqu'elle la gêne, je pense ici à la Colombie et aux soldats anglais en Irak, reste au stade de l'enquête préliminaire et ne fait jamais évoluer les poursuites vers des mandats d'arrêt. Merci. Alors pour le premier volet de la question, mais ça il faudrait en fait demander aux décideurs palestiniens, puisque effectivement de prime abord les deux types d'opérations sont très similaires. Et en réalité, quand on lit le rapport Goldstone, on a l'impression qu'est déjà écrit le rapport concernant bordure protectrice, c'est-à-dire que c'est le même type de fait, les mêmes questions qui se posent, simplement après c'est d'autres événements, d'autres incidents qui doivent chaque fois faire l'objet d'investigations spécifiques. Mais pour l'essentiel, effectivement, on va se dire que le rapport McGowan va être assez similaire au rapport Goldstone, aura des conclusions assez similaires. Donc effectivement, on se dit que le risque n'est pas forcément beaucoup plus grand, beaucoup plus large de ce point de vue. Après, il faut garder à l'esprit que lorsque on fait une déclaration pour remonter à une certaine date, on peut évidemment avoir à l'esprit des événements bien précis, mais la Cour n'est pas tenue par cela, elle est simplement tenue par la date. Donc au plus on remonte, au plus on ouvre le champ d'investigation, et on ne va pas simplement dire « je veux que vous investiguiez l'opération Plomb Durci » et uniquement du côté israélien, par exemple. Évidemment, déjà, c'est l'opération en général, et puis même la situation de manière plus générale. Donc c'est là aussi que probablement ils ont considéré qu'ils allaient peut-être s'en tenir à la dernière opération, qu'en tout cas celle-là c'était important qu'elle y soit, que ça puisse avoir des incidences concrètes, mais que pour le reste, à nouveau, ils se réservent le droit d'étendre la compétence quand bon leur semblera. Donc ils vont peut-être voir un peu ce qui se passe avec la première situation et en tirer certaines conséquences. Et alors la deuxième partie de votre question... Oui, est-ce que... Alors ça, évidemment, c'est un risque qu'elle fasse, en tout cas, traîner les choses. Et justement, avec le principe de complémentarité, elle va probablement, en tout cas pour une série de cas, dire, moi, j'attends d'abord de voir ce qu'il advient de ces investigations. Est-ce qu'on peut les considérer comme étant sérieuses, menées de bonne foi, avec sérieux, voir quels sont les résultats, les conclusions, etc. Comme je l'ai dit, pour toute une série d'autres faits, et probablement les plus graves, c'est-à-dire l'échelon de responsabilité supérieur, il n'y aura probablement aucune enquête en Israël, puisque c'était ce que concluait déjà la commission de suivi du rapport Goldstone. Mais évidemment, je ne suis pas sûr que le bureau de procureur ait envie d'aller très très vite. Alors, dans les cas que vous citiez, notamment le cas de l'Irak, là, ils ont accepté de rouvrir, en tout cas, l'examen préliminaire, puisqu'on avait eu la dénonciation d'un certain nombre de faits de torture à Guantanamo par les soldats britanniques. Donc là,
la Cour n'a pas compétence pour les soldats américains, mais a compétence pour les soldats britanniques, puisque le Royaume-Uni est parti au statut. Un certain nombre d'ONG avaient dénoncé une série de faits. La Cour, enfin, le bureau du procureur avait examiné cela, avait considéré que ce n'était pas assez grave, qu'il n'y avait pas assez d'éléments ou assez de cas. Elle avait donc fermé la possibilité d'ouvrir une enquête. Et puis, les ONG sont revenus avec de nouveaux documents, des nouvelles preuves, des cas supplémentaires. Et là, elle a accepté de, en tout cas, reconsidérer la situation. Elle n'a pas encore rendu ses conclusions, mais elle accepte de prendre en considération ces faits nouveaux. Donc, il y a toujours moyen de réouvrir une affaire tant qu'elle n'a pas été définitivement close. Donc, même à cet égard. Ou bien sauf si le motif est un motif péremptoire qui fait qu'on ne pourra pas examiner la situation. Bonjour, j'aurais 2 ou 3 questions. La première porte sur la compétence matérielle. Vous avez évoqué des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi avez-vous écarté d'emblée le génocide. Est-ce en raison des difficultés à prouver l'intention génocidaire ou avez-vous d'autres raisons ? La deuxième question porte sur le statut de la Palestine en tant qu'État. Nous sommes d'accord, le procureur, le secrétaire général des États-Unis ont tranché cette question, mais pas la Cour, ou en tout cas pas encore. Donc n'est-il pas imprudent de penser que cette question est tranchée ? Elle est tranchée par ces 2 organes, mais elle a toutes les chances de revenir, je pense, devant la Cour si la procureure saisit elle-même la chambre préliminaire ou enfin en d'autres circonstances. Et ma troisième question porte sur l'influence des accords d'Oslo sur la souveraineté de l'État palestinien. Est-ce que le large contrôle qui est exercé par Israël sur une partie substantielle des territoires occupés ne risque pas d'avoir une influence sur l'exercice de la compétence de la Cour sur ces territoires-là ? Alors, s'agissant de la première question sur le crime des génocides, moi personnellement, je considère que très clairement, il n'y a pas matière à application du crime de génocide et les critères ne sont pas remplis. En particulier, effectivement, l'élément essentiel du crime de génocide, c'est l'intention génocidaire, c'est-à-dire avoir l'intention de tuer en tout ou en partie, enfin d'éliminer en tout ou en partie une population sur une base, notamment ici ce serait une base nationale par exemple, et que il n'y a pas d'éléments qui permettent d'établir cette intention, quand bien même il y a des crimes et des victimes en nombre assez important. D'autant que lorsqu'on voit les critères retenus par la jurisprudence, notamment celle de la Cour internationale de justice, que ce soit dans l'affaire Serbie contre Bosnie ou tout récemment Croatie contre Serbie, c'est un critère assez exigeant. C'est-à-dire que même l'ensemble des crimes commis dans la guerre entre la Croatie et la Serbie, qui ont été certainement d'une amplitude plus importante que les victimes qu'on enregistre dans le conflit israélo-palestinien, n'a pas été considéré comme relevant du génocide. C'est probablement, enfin, très probablement des crimes contre l'humanité, mais parce qu'il est difficile d'établir l'intention génocidaire, c'est-à-dire le fait qu'une des parties a vraiment l'intention de tuer une partie substantielle de la population en tant que telle, parce que c'est ça l'élément crucial du génocide, c'est vouloir tuer en tant que telle une toute ou partie d'une population sur base d'un critère national. Or là, c'est plutôt à chaque fois quelque chose qui relève de la punition collective, d'une sorte de répression pour les mater, mais on ne voit pas non plus dans la stratégie militaire, quand bien même évidemment elle est extrêmement critiquable, une volonté simplement de tuer pour tuer le plus de Palestiniens possible. Il y a... Oui, tout à fait, mais donc d'ailleurs par exemple dans les affaires traitées par la Cour, le fait d'avoir, par exemple, un objectif de nettoyage ethnique n'a pas été considéré comme étant caractéristique du génocide. Justement que là, l'objectif n'est pas d'éradiquer une population, mais de faire place nette et qu'on peut le faire de différentes manières, en faisant des massacres, mais les massacres vont alors plutôt avoir pour objectif de faire peur, justement comme ce qui s'est passé entre 47 et 49, c'était un nettoyage ethnique, mais pas un génocide en tant que tel. Et je ne pense pas d'ailleurs que la Palestine va vouloir jouer sur le terrain du génocide, parce que c'est à nouveau se rendre la tâche difficile, alors qu'elle est nettement plus simple quand il s'agit de démontrer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, où il n'y aura pas tellement de difficultés, en tout cas de principe. Après, il faut chaque fois établir tous les crimes. Donc ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, sur la question du statut de la Palestine, je vois franchement mal les chambres de la Cour revenir sur cette question, en tout cas sur le principe.
Alors, probablement qu'Israël va essayer de soulever à nouveau la question, mais dès le moment où il y a une résolution des Nations Unies adoptée à une écrasante majorité, je crois qu'il y a 8 voix contre, à nouveau les États-Unis, Israël et les toutes petites îles qui sont liées indéfectiblement aux États-Unis par des accords en matière d'affaires étrangères, je vois mal, là, une chambre de la Cour dit non, la Palestine n'est pas un État. Elle ne pouvait pas être partie au statut alors qu'elle est désormais partie à une trentaine de conventions internationales. Franchement, c'est une hypothèse que je n'envisage pas, et alors que je ne suis pas spécialement optimiste de manière générale pour les questions relatives à la Palestine. Je crois que là, ils vont simplement entériner. Après, et là, c'est un peu l'objet de votre troisième question, des questions plus précises vont pouvoir être soulevées. Et notamment, une des questions qui était soulevée, mais à mon avis, qui n'a pas vraiment lieu d'être, c'est de se dire, est-ce que la Palestine peut, en réalité, transférer à la Cour pénale internationale la compétence de juger des crimes commis par des Israéliens sur les territoires de Palestine, alors qu'au terme des accords d'Oslo, ces crimes ne peuvent pas être jugés par les juridictions palestiniennes, mais doivent être jugés par les juridictions israéliennes. Je pense qu'en fait, il n'y a aucune incidence entre les deux. La Palestine a la possibilité de ratifier le statut de Rome. Il y a des critères de compétence qui ne disent absolument pas qu'il faut avoir le pouvoir ou non de juger devant ses propres tribunaux les personnes qui ont commis les crimes, parce qu'il peut y avoir des accords particuliers qui font que, etc., etc. Donc je ne crois pas que l'argument va convaincre, mais il sera très certainement soulevé. Notamment cette question des accords d'Oslo. Et de manière plus générale, c'est clair que les accords d'Oslo sont un peu problématiques par rapport à la revendication par la Palestine d'une souveraineté. C'est-à-dire qu'ils sont un peu entre deux chaises, c'est-à-dire qu'à la fois ils se prétendent un État et en même temps ils continuent à jouer le jeu des accords d'Oslo. On sait que ces derniers jours ils sont un peu en discussion, en tout cas certains volets. On sait aussi que par rapport aux accords d'Oslo, ce qui leur tient le plus à cœur, justement, c'est les accords économiques et la question des taxes. Or, s'ils se rendent compte que même les accords d'Oslo ou les accords de Paris ne sont plus une garantie de recevoir les taxes qui leur sont dues par Israël, et ils vont peut-être quand même se poser la question de dire que désormais, il faut les considérer comme obsolètes et qu'ils prétendent en tout cas avoir une souveraineté qui ne sera contrariée que par le simple fait de l'occupation israélienne. Merci infiniment, François, de cet exposé magnifique. On te remercie très vivement.